cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission est présentée par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien. C'est local et c'est bon. Savourez le meilleur de chez nous avec Ève et Françoise sur Radio Grand Lac. Bonjour et bienvenue sur Radio Grand Lac 92.1 pour votre rendez-vous gourmand, c'est local et c'est bon. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes en forme pour cette nouvelle semaine. Aujourd'hui, je serai seule pour animer l'émission puisque ma co-animatrice Françoise est partie au championnat de France de cake design. Nous pensons bien à elle et nous lui envoyons toutes nos ondes positives. Mais je suis quand même bien accompagnée ce soir. Nous allons parler plantes, fleurs, abeilles et bien sûr miel. L'un et l'autre en fait sont toujours liés. Et j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Caroline Fernandez qui va nous parler de Pachamamalp, une ferme de plantes aromatiques et médicinales. Et je reçois également Nicolas Chapuis, apiculteur chez Nature et Malice. Bonsoir. Bonjour à tous les deux. Donc comment ça va ? Ça va. Ça va bien, merci. Et donc j'ai cru comprendre que vous vous connaissiez avant l'émission. Oui, on a eu l'occasion de se côtoyer lors de marchés estivaux organisés par Aix Riviera. Bon c'est une super nouvelle en tout cas, comme ça va être beaucoup plus limpide, plus fluide pour vous deux, surtout pour toi Caroline qui vient juste d'arriver. C'est une première. Voilà, c'est une première. Du coup, pour cette première partie, nous allons commencer du coup avec toi Caroline. Est-ce que tu peux te présenter Pachamamalp, s'il te plaît? Alors, je vais juste épeler pour nos auditeurs. Pachamamalp, P-A-C-H-A-M-A-M Alpes comme les Alpes. Voilà, si jamais vous souhaitez retrouver Pachamamalp sur les réseaux et sur Internet. Donc Caroline Fernandez, j'ai créé cette entreprise il y a 2 ans. Donc c'est ma 2e saison, je suis située sur Albins et donc je suis productrice de plantes aromatiques et médicinales. C'est une reconversion professionnelle. Au départ, j'étais technicien forestier. J'ai travaillé pour l'État et donc je conseillais les propriétaires forestiers sur leur gestion sylvicole. Et en fait, j'ai toujours été passionnée par les plantes. Et donc j'ai appris évidemment la botanique lors de mes études. Et puis en fait, le travail de technicien forestier me convenait plus suffisamment en termes d'approche du végétal. Et donc, la vie a fait que j'ai fait un break dans ma carrière. Et puis, j'ai pris conscience que ce que je voulais vraiment, c'était être au plus proche de la plante. Et donc, évidemment, je me suis dirigée vers la cueillette sauvage au départ, parce que c'était vraiment mon cursus initial. Et puis ensuite, vers la culture de la plante aromatique et médicinale. Et donc, je me suis formée à l'herboristerie pour avoir quand même conscience, connaissance et puis des notions de comment soigner les gens avec les plantes que j'allais cultiver et comment est-ce que je pouvais les transformer. Voilà. Et puis ensuite, il a fallu trouver un nom à cette entreprise. Et la Pachamama, en fait, est venue tout seul parce que je cherchais un nom de dieu, de déesse par rapport à la terre-mère. Et en fait, en Amérique du Sud, la Pachamama, c'est la déesse de la terre-mère. Ils considèrent là-bas que pour que la terre nous donne, il faut que nous puissions donner aussi en retour. Et donc, ils font des grosses cérémonies tous les ans à l'automne pour les remercier. Donc, ils donnent une partie de leur culture et de leur cueillette à la Pachamama pour que l'année suivante, elle puisse donner à son tour. Ah super, c'était justement l'une de mes questions. Je me demandais d'où venait le nom Pachamamalp. Ouais. Donc vous êtes passionné par le monde végétal, vous pouvez pas vivre loin de la nature. C'est ça qui a fait que vous avez voulu créer Pachamamalp. Bon super. Et depuis quand existe votre ferme ? Ça fait 2 ans. Là, moi, ça fait 3 ans que le projet est vraiment bien lancé. Et ça fait seulement, entre guillemets, depuis l'année dernière où j'ai commencé à vraiment commercialiser, à faire les marchés. Et là, l'année dernière, j'étais encore beaucoup en phase d'installation. Une installation agricole, ça se fait pas en claquant des doigts, c'est long. On sait qu'en France, le protocole d'installation d'une entreprise est toujours un petit peu long. Et pour le coup, en milieu agricole, c'est encore plus long. Donc voilà, il y avait des obligations réglementaires auxquelles j'ai dû me contraindre, qui au final ne sont pas une contrainte. En fait, ils sont vraiment là pour nous accompagner dans la formation et dans l'accompagnement et la formation avec des confrères pour qu'on puisse, parce qu'en fait il n'y a pas vraiment, c'est assez nouveau entre guillemets le fait de faire ce métier-là. Il y a des écoles, il en existe. On a une très bonne école à Montmoreau dans le Jura, une autre école à Nyons pour les écoles les plus proches. Mais en fait, on est beaucoup de gens à faire ce métier-là qui se sont formés sur le tas.
Et donc, on a des collègues super bienveillants, des confrères et des collègues avec lesquels je travaille toujours en partenariat aujourd'hui, mais en fait qui m'ont formé dans le cadre de stages qui étaient obligatoires dans le cadre de mon installation. D'accord. Voilà. Donc l'année dernière, je me suis concentrée sur mes stages qui étaient obligatoires, sur les formations qui étaient obligatoires, en plus de créer mon entreprise et d'avoir mon propre jardin pour la production. Et puis là, cette année, ça y est, je me lance vraiment en indépendante, toute seule, pour les marchés, pour la production. Tout est en phase de roulement et de progression. Ouais. D'accord. Donc une entreprise toute nouvelle, toute fraîche. Ça, toute nouvelle. Donc justement, on va parler un petit peu plus de votre ferme et de vos différents métiers, puisque vous en alliez différents. On va parler culture, cueillette, préparation des plantes. Donc d'abord la cueillette. Vous dites effectuer une cueillette de manière raisonnée. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs en quoi cela consiste ? Alors, moi dans ma gamme, j'ai des produits qui sont cueillis quasi exclusivement sur la Savoie. Il y a juste le thym que je vais ramasser dans la Drôme chez des amis qui ont un terrain. Et donc cette cueillette, elle est raisonnée dans le sens où j'ai systématiquement l'accord du propriétaire avant d'aller cueillir. Mm-hmm. Je cueille jamais l'intégralité de la station pour laisser il faut que tout le monde en ait en fait. Moi, j'en ai besoin pour mon travail et pour nourrir les gens. Mais en fait, la faune en local en a besoin. La plante en a besoin aussi pour pouvoir se développer et puis continuer de grandir. Que la station, elle soit pérenne. Et puis je fais attention aussi à comment je cueille. C'est-à-dire que, par exemple, le thym, si on tape trop dans le bois, en fait, le thym, il va avoir du mal à repartir. Si on coupe uniquement la pousse de l'année, le thym il va très bien le supporter. Donc en fait l'année prochaine, je peux revenir sur la même station pour revenir faire la même coupe de thym. L'aubépine, c'est pareil, suivant comment je vais la travailler, elle va refleurir plus facilement ou pas. Donc voilà, c'est toute la gestion de la plante qui est obligatoire et en fait on respecte, et c'est là aussi où la Pachamama est importante, c'est qu'en fait on respecte le site de cueillette comme on se respecte soi en fait. Oh, c'est une belle devise. Cueillette des plantes à maturité en laissant suffisamment pour qu'elles se reproduisent. Partage des ressources avec la faune, notamment aussi les abeilles, on en parlera après. Bon, super. Donc, vous avez dit que votre culture se situait à Drécy, à Albins. Oui. Et donc, effectivement, vous dites qu'on ne trouve pas spontanément des plantes dans le milieu sauvage sur votre site. Est-ce que vous avez un exemple ? Eh typiquement chez nous on va avoir du thym serpolet qui va pousser. On n'aura pas le thym commun du sud qui va pousser spontanément. Donc voilà, ça c'est les collègues en général ils le font pousser dans leur jardin. Moi j'ai fait le choix de pas le cultiver dans le jardin. Par contre je vais dans le sud pour le ramasser. Ça c'est une vraie volonté. Qu'est-ce que j'aurais d'autre? Le romarin il pousse pas spontanément chez nous, donc ça c'est pareil, c'est des cultures que j'ai. Je fais un pesto de capucine, la capucine elle pousse pas spontanément chez nous. D'accord. Voilà, donc du coup je la cultive. Le shiso c'est une plante qui est originaire d'Asie, qui pousse très bien au jardin, mais qu'on est obligé de cultiver. D'accord. Voilà. Donc tout ça, ce sont des plantes que je mets en culture parce que je peux pas les trouver de façon naturelle. D'accord. Et donc vous réalisez vos propres semis aussi, issus de graines reproductives. C'est ça. J'ai bien compris. Reproductibles, ouais. Et voilà. Et pouvez-vous nous expliquer, alors sans être trop technique, mais comment est-ce que vous faites ? Eh en fait, il y a des graines. Quand on achète des graines, on achète souvent. Enfin, c'est de moins en moins le cas parce qu'on a pris conscience de tout ça, mais souvent on trouve des graines qui sont hybrides, des F1 ou issues en fait d'une modification, et ce qui fait qu'en fait on peut pas réutiliser les graines d'une année sur l'autre. Moi les graines que j'utilise sont des graines évidemment parce que du coup je suis en cours de conversion bio, donc mes graines sont forcément bio aussi dans le cadre de cette conversion. Et donc j'utilise des graines que j'achète des semences que je peux réutiliser les années d'après. C'est-à-dire, par exemple, si on prend une capucine, la graine de capucine que moi j'ai, elle va pouvoir fleurir cette année. Je vais récupérer la graine sur cette année et l'année prochaine, je pourrai la remettre au jardin pour qu'elle puisse refleurir à nouveau, redonner une nouvelle plante. Voilà, et ça peut durer des années. Avec le système des graines hybrides, en fait, on est obligé d'acheter ces graines tous les ans. Tous les ans. Voilà.
Oui, on n'a pas forcément conscience de ça, nous consommateurs, mais c'est vraiment pour sortir de ce système de consommation massive où chaque année il faut racheter ses graines. Là, au moins, c'est plus vertueux. On peut d'une année sur l'autre récupérer une partie de sa production et relancer sa production. Donc ça, on appelle l'indépendance alimentaire. Voilà. Ouais. C'est bien de le savoir en tout cas. Et du coup, vous dites que vous achetez vos plants principalement donc issus de l'agriculture biologique et en local également. Mmh. C'est ça. Donc, à part le thym, romarin, vous avez d'autres exemples, du coup, de... je travaille beaucoup avec l'entreprise du Marais sur Albins, qui est un horticulteur du coup de la commune, qui cette année par exemple m'a fourni des plants d'origan, des plants de verveine, parce que j'ai pas eu le temps de les faire moi. Après voilà, j'essaye toujours moi de faire mes boutures, de faire mes semis, mais ce que j'ai pas le temps de faire, des basiliques parce que j'en ai en trop grande quantité et que j'ai pas la capacité moi de faire tous ces semis-là. Voilà, c'est l'entreprise du Marais qui me les fournit. D'accord. Pour pallier ce que je suis pas en capacité de faire. Ça marche. Et donc, une fois que les plantes sont récoltées, qu'est-ce que vous faites ensuite ? J'ai un très grand séchoir. La première destination et la principale destination, ça reste quand même le séchage chez moi. Donc j'ai un séchoir avec 27 mètres carrés de claies de séchage. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un grillage alimentaire qui laisse passer de l'air qui est déshumidifié, dans lequel en fait il y a zéro humidité. L'air va circuler du bas vers le haut dans mon séchoir et ainsi se gorger en fait de l'humidité de la plante. Et ensuite, par un circuit fermé, va repasser dans le déshumidificateur qui va être ensuite reprojeté par une ventilation. Et en fait, c'est une boucle qui se fait comme ça. L'air circule de façon très, très circulaire en se chargeant de l'humidité de la plante, en étant déshumidifiée. Elle circule, elle se déshumidifie, elle se réhumidifie. Et en fait, comme ça, on enlève assez rapidement l'eau qui est contenue dans les cellules de la plante. Et ce qui fait qu'on a un séchage qui est toujours inférieur à 40 degrés, donc qui vient vraiment respecter les propriétés de la plante. On vient pas la stresser, mais en même temps, on vient vraiment garder tous ses principes actifs. Donc en fait, souvent les gens me disent mais comment tu fais pour avoir une plante qui a cette couleur-là et qui a ce goût-là ? C'est justement grâce à ce séchage-là qui est à la fois doux et à la fois très rapide. Oui, c'est-à-dire ça prend combien de temps à peu près ? Alors ça va dépendre des plantes. La verveine par exemple, c'est une plante qui sèche très rapidement, en 12 heures. Si elle est mondée, c'est-à-dire séparée de la tige de la feuille avant d'être mise au séchoir, en 12 heures, c'est sec. Le basilic, il va lui falloir 3 à 4 jours. Ah oui, voilà. Effectivement. C'est ça. Voilà, suivant les plantes et en fait, suivant le taux d'humidité de la plante, on n'a pas du tout le même ratio de séchage. C'est-à-dire que si je vais rentrer 2 kilos de basilic au séchoir, je vais en ressortir peut-être 400, 500 grammes. D'accord. Ah oui. Effectivement. Ouais. Et vous séchez plusieurs plantes en même temps ou vous faites une plante à chaque fois dans le réseau de 27 mètres carrés du coup ? Alors sur le séchoir, je rentre plusieurs plantes en même temps, c'est pas un souci. Après, j'essaye toujours de faire mes cueillettes en même temps pour que le taux d'humidité il varie pas en fonction de voilà que j'ai une claie qui soit une comment dire un séchage un jour, un module qui soit un jour, un module qui soit à 2 jours. Voilà, et puis après en général le séchoir il est plein, donc j'attends que tout soit sec et puis je remplis au fur et à mesure. Et ensuite, du coup, on passe à la préparation des plantes. Oui, et donc, pardon, j'oubliais. Oui. Séchage principalement pour tout ce qui est gamme de tisanes, d'aromates, de sel. Ensuite, j'ai une gamme de pesto où là, du coup, je travaille en frais, en fait. C'est directement mixé, mis dans l'huile et transformé en pot. Une gamme de sirop où là, c'est pareil, les infusions sont faites avec des plantes fraîches. Et ensuite, je fais mon sirop au bout de 24 heures de macération, d'infusion. Et ensuite, la gamme de sel donc en sec. Et j'en oublie un. Le sucre, peut-être ? Le sucre à base de sec et le vinaigre, je le fais à base de frais. Donc voilà, toutes les plantes ne sont pas séchées. Non. Ok, ça marche. Et donc après, vous... transformer ces plantes donc en produits finis, là, ce que vous commenciez à évoquer. Ouais. Donc pesto, vinaigre, tisane. En fait, moi au départ je pensais que vous faisiez que des tisanes et des mélanges de plantes aromatiques, mais en fait vous faites plein de choses. En fait, combien de types de produits différents vous proposez
au final? Donc on a parlé pesto, tisane. Alors, on va avoir une gamme de tisane, une gamme de pesto. Je fais des bâtons de fumigation avec de la sauge blanche, mais ça, on pourrait y revenir. D'accord. Je fais une gamme d'aromates. Donc, une gamme d'aromates simples avec du thym dans un sac, de l'origan, la sarriette. Et puis après, je m'amuse avec des mélanges qui sont un peu atypiques, avec des noms un peu rigolos pour donner un peu de peps à tout ça. Donc, une gamme de sirop, une gamme de vinaigre, des sel aux herbes, le sucre floral, le sucre à la rose. Et j'en oublie. Ah, j'en compte au moins 8. Ouais, c'est ça. Voilà, 8 styles de produits différents, c'est hyper vaste. Et donc, on va d'abord commencer par les tisanes. Donc, on a commencé à en parler justement avec de jolis noms. On a Au fil des lunes, adapté au cycle féminin, Douce nuit, Atchoum. Et donc, ce sont des mélanges de plantes. Et pour vous, chaque plante répond à un besoin. Par exemple, on entend souvent parler que le thym, c'est bien pour lutter contre les virus. Est-ce que vous avez d'autres exemples ? Moi, j'aime beaucoup faire découvrir une plante qui est dans le mélange Atchoum et et que j'utilise aussi dans mon mélange de sel, céleri, agastache, ortie. Et je fais un sirop. Et souvent, les gens sur les marchés me demandent, mais qu'est-ce que c'est que cette plante ? C'est l'agastache. Et donc l'agastache, c'est une plante qui est peu connue en France, mais qui est hyper efficace pour dégager les voies respiratoires et les bronches. Donc dans mon mélange Atchoum, j'ai pas de thym. Justement, je prends un peu, les mélanges traditionnels que les gens en France connaissent assez facilement pour lutter contre les maux d'hiver. Et justement, j'ai pas mis de thym, mais par contre, j'ai mis de l'agastache. D'accord. Voilà. Ah oui, justement, c'était une de mes questions après. Je ne savais pas ce que c'était que l'agastache. Et c'est quoi en fait ? C'est une fleur, une plante qui se présente comment ? Donc c'est une plante qu'on cultive, qu'on trouve pas en milieu sauvage, en tout cas pas chez nous, qui est, moi je pense souvent l'exemple de la feuille d'ortie, oui. Une feuille un peu triangulaire, sans les piquants. D'accord. À peu près la même taille, un vert un petit peu plus tendre. Et puis après, elle va avoir un épi floral violet qui va ressembler un petit peu à la lavande. D'accord. Voilà. Et c'est un parfum ? Ouais, ça sent très bon. Après, c'est surtout quand on froisse, on a cette odeur. Et là, encore une fois, c'est difficile à décrire en fait. C'est pour ça que souvent je le fais goûter sur les marchés parce qu'en fait, les gens, on a tous une mémoire olfactive qui est différente. Mm-hmm. Et donc c'est très marrant parce que notre cerveau naturellement va chercher à associer le goût qu'il a dans la bouche, dans le nez, ou l'odeur qu'il a dans le nez à quelque chose qu'il connaît. Oui. Voilà, c'est complètement naturel. Sauf que là, pour la gastache, on essaie de raccrocher. Et en fait, on ouvre un tiroir olfactif différent dans notre mémoire. Et pour certains, ça va être la menthe, d'autres pas du tout. Pour certains, d'autres, ça va être la réglisse, d'autres l'anis. Et en fait, c'est rigolo parce que d'autres le miel. Voilà, suivant à qui on fait goûter, on n'a pas le même retour en fait. Donc ça, c'est assez rigolo à voir avec cette plante-là. D'accord, je serais curieuse justement à l'occasion de voir l'odeur que ça a. Donc plein de tisanes, donc des mélanges, aussi des tisanes simples, on en a parlé, pareil pour les aromates. Et vous dites effectivement que vous faites également des pestos, donc pour agrémenter plats, gratins, salades. 3 pestos différents, je crois. Oui. Donc ail des ours, capucine, cacahuètes et ortie. Ouais. Alors, j'ai une question. Avec quoi on utilise le pesto d'ortie ? Alors, le pesto d'ortie, c'est un pesto on devrait tous consommer de l'ortie tous les jours. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment une plante qui est reminéralisante et qui est vraiment excellente pour la santé et on n'en mange pas suffisamment. Et donc, le pesto d'ortie, moi, je l'utilise sur mes tartines de pain à l'apéro. Ah ouais ? Ouais. Et puis, alors, des fois aussi, on peut, dans les sandwichs, quand on se fait un petit sandwich, on se fait une petite base avec de l'ortie dedans. Et du coup, c'est vraiment hyper bon. Moi, je mets un peu de rasel anout pour relever un peu ce goût d'ortie qui, des fois, peut déranger certaines personnes. Mm-hmm. Et c'est vrai que du coup, ça vient mettre un coup de twist à ce qu'on a l'habitude de manger, en fait. Donc, voilà. Mais principalement à l'apéro ou alors avec des crudités. Là, on vient dipper ça avec des petites carottes et c'est vraiment super sympa. Ah, c'est ingénieux, en tout cas, j'y aurais pas pensé. Et vous faites également des vinaigres. Alors, comment vous faites votre propre vinaigre ? Alors, moi, j'ai des croisons et des pommiers sur le terrain. Mm-hmm. Et donc, j'ai à l'ancienne le pressoir, le broyeur. On fait notre jus de pomme, on en garde une partie pour nous et puis l'autre partie, on le met au vinaigre.
On le fait tourner cidre et puis ensuite vinaigre. Et puis comme ça, après, moi, je mets mes plantes en macération à l'intérieur, en fait. D'accord, donc plantes fraîches, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ça. Ouais. Ok. Ah bah oui, du vinaigre de cidre à la base mélangé avec d'autres plantes. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on a alors comme différents types de vinaigre ? Alors moi j'utilise donc toujours le vinaigre de cidre dans lequel je viens faire macérer soit des fleurs de sureau pour avoir un vinaigre qui est très fruité et floral. Le sureau, moi c'est une plante vraiment que j'aime particulièrement parce que elle a ce goût floral et fruité à la fois qui rappelle le litchi. On se demande pourquoi, d'où ça sort, mais c'est hyper intéressant et moi dans les vinaigrettes je le trouve vraiment bon. Et la petite astuce de fin d'année dans les huîtres, je trouve ça juste merveilleux. Dans les huîtres, vinaigre de sureau avec des huîtres, c'est juste formidable. Et puis ensuite pour les adeptes de l'ail des ours, c'est un vinaigre à l'ail des ours. D'accord. Voilà. Ok. Comme le pesto aussi de l'ail des ours, ça c'est vraiment aussi une plante locale. Hein, c'est ça. Et également des sirops. Sirop menthe, donc agastache, sapin, rose, verveine, sureau. Alors sirop d'agastache, j'avais posé la question quel goût ça a, mais du coup indescriptible. Ça à goûter. Voilà, à goûter. Ça a le goût de l'agastache. Et puis un petit nouveau qui est sorti la semaine dernière, donc c'est le sirop de romarin. Ah, sirop de romarin. Donc, à boire avec de l'eau, non, peut-être pas. Oui. Si, avec de l'eau, tout simplement. C'est ça, ouais. J'ai des clients qui l'utilisent comme tisane aussi. En fait, ils mettent une eau chaude au lieu de mettre une eau froide. Et ils utilisent un sirop. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on vient faire une extraction au départ. C'est une infusion en fait de la plante. Moi, je monte à ébullition, à frémissement, on va dire, ma plante dans de l'eau, et puis je la laisse macérer pendant 24 heures pour que l'eau, elle capte vraiment tous les arômes de la plante. Et puis après, en fait, je vais mettre du sucre. Donc, on garde vraiment les principes actifs de la plante. Et donc, en fait, le fait de le mettre dans l'eau chaude, en tisane, ça fonctionne aussi très bien. Bah pourquoi pas. À tester peut-être aussi avec le sirop de sapin. Oui. Ouais. Pareil, je me demande quel goût ça a. Ça doit vraiment être bon. Et enfin, donc vous proposez aussi des mélanges de sel aromatisé, aromates et aussi un sucre aromatisé à la rose. Ouais. Comment vous est venue cette idée ? Eh ben, des fois, faut pas chercher à comprendre. Ça vient tout seul quand je suis en pleine cueillette et je me dis comment est-ce que je peux le travailler. Et là, ça m'est venu comme ça, le sucre à la rose. La rose, c'est pas une fleur un goût que j'apprécie de prime abord vraiment beaucoup. Et puis en fait, en ramassant, je me suis dit, mais en fait, ce côté très suave de la rose avec le sucre de canne, il vient vraiment, ça matche vraiment bien. Et puis voilà, inspiré par le sucre à la vanille, où on sait que le sucre vient capter les arômes de la vanille. Là, je me suis dit, pourquoi pas le faire avec la rose. Et puis après, c'est la magie aussi de ce qui se passe dans le jardin. En fait, des fois, on comprend pas trop et puis on est inspiré, il faut accepter l'inspiration et puis il faut coucher tout ça dans la cuisine et puis après on a des bons résultats quoi. D'accord. Et ce sucre, du coup, on l'utilise tout simplement dans un yaourt nature, dans les pâtisseries Alors, très basiquement, dans les yaourts nature, ça marche très bien. Le fromage blanc, la faisselle, voilà. Moi, j'aime bien aussi le matin, c'est très, très basique, mais dans les cornflakes, pas sucrés, du coup, on vient quand même manger de la rose, ça vient égayer tout de suite un petit peu plus les céréales très basiques. Après, pour rentrer un peu plus dans la cuisine, sur le gâteau de Savoie, quand on caramélise la fin du gâteau de Savoie, on met du sucre à la rose dessus, ça fait tout de suite une petite touche bien différente. Quand on fait des crèmes brûlées, pour caraméliser le dessus de la crème brûlée, hop, un coup de sucre à la rose. Idée, ouais. Et puis ça fonctionne très très bien. Ça vient tout de suite mettre une petite touche caramélisée rose qui est super sympa, ouais. Petite dédicace du coup à Françoise pour te donner des idées pour tes prochaines créations. Bon, donc du sucre, des sels, des mélanges pour salade, pizza aussi. Et parmi tous ces produits, lesquels se vendent le plus du coup ? Alors c'est peut-être un peu tôt pour avoir une idée ? Le sirop d'agastache. Quand je fais de la dégustation, en général, le sirop d'agastache, les gens sont conquis, en fait. Parce que c'est une découverte et que le goût, de par ses vertus, en fait, médicinales de dégagement des voies respiratoires, du coup, on trouve tout de suite cet aspect de très rafraîchissant. Donc, en fait, c'est vraiment le sirop pour l'été qui est hyper agréable. Donc, c'est le sirop d'agastache que je vends le plus.
Et puis Raconte pas de salade, il marche aussi très bien. C'est quoi, raconte pas de salade? C'est l'aromate qui a été conçue et pensée pour accompagner les salades. À l'intérieur, je mets de l'ortie parce que du coup on en manque tous, du basilic, de la menthe, du shiso et des pétales de bleuet pour que le mélange soit sympathique aussi bien en goût qu'à l'œil. Que visuellement. Ouais. Donc le sirop d'agaçage, mais aussi l'hiver du coup, parce que voilà, si c'est bon pour les bronches, les voies respiratoires, à bon entendeur du coup, pour affronter les maux de l'hiver. Donc, et où est-ce qu'on peut trouver vos produits? J'essaie de démarcher des boutiques qui revendent mes produits. Alors déjà à la ferme, en m'appelant, on se donne rendez-vous et puis comme ça, moi je vends mes produits directement sur la ferme. Ensuite, j'ai différents points de vente sur Rumilly. Je travaille avec le Créa Café sur Rumilly, la boulangerie Croque le Vin et le Jardin Madi. Qui est le fleuriste rue Montplat à Rumilly. Ensuite, je suis aussi à Kimélia boutique de créateurs à Chambéry, où là j'ai l'intégralité de mes produits qui sont disponibles. Et puis vous pouvez retrouver aussi mes produits au Gag d'été Venon, un vendredi sur 2, qui est donc une ferme qui vend de la viande sur la Biole. Sur la Biole et également sur certains marchés. Du coup. Et sur les marchés, donc ça, il faut pas hésiter à regarder sur mon compte Instagram ou Facebook, ainsi que sur mon site. Il y a toutes les dates, mois par mois. À chaque début de mois, je mets à jour les dates sur lesquelles vous pourrez me retrouver. Donc les professionnels peuvent également vous contacter s'ils souhaitent distribuer vos produits. Tout à fait. Bon, n'hésitez pas. Et du coup, à suivre également sur Instagram et Facebook. J'appelle de nouveau Pachamamalp, Pachama_Alpes, comme nos Alpes. Et puis, avant de faire la petite pause musicale, c'est la petite tradition chez nous, on effectue un petit jeu pour mieux vous connaître. Donc, il faut répondre spontanément. Thé ou tisane? Tisane. Salé ou sucré? Salé. Printemps ou automne? Printemps. Thym ou romarin? Thym. Tisane au miel ou lait chaud au miel? Oh, tisane. Tisane au miel. Bon, voilà, c'était pas très dur. Ça va. Merci beaucoup, Caroline, pour cette intervention. Nous sommes ravis, en tout cas, d'avoir découvert ta ferme, tes produits. Et nous allons à présent passer le micro à Nicolas Chapuis, qui va nous présenter son beau métier d'apiculteur chez Nature et Malice, après une courte pause musicale. À tout de suite. Merci. Radio Grand Lac, 92.1, le grand bain de la vie locale. Cette émission est présentée par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien. C'est local et c'est bon. Savourez le meilleur de chez nous avec Eve et Françoise sur Radio Grand Lac. Bon retour parmi nous sur Radio Grand Lac pour votre rendez-vous gourmand, c'est local et c'est bon. Nous avons pour cette première partie d'émission eu le plaisir de découvrir Pachamamalt, représentée par Caroline Fernandez, qui est une ferme de plantes aromatiques et médicinales située à Albins. Nous avons pu découvrir les bons produits que Caroline confectionne avec amour, tisane, vinaigre, sel et même pesto. Donc dans la continuité des fleurs, des plantes, nous allons à présent parler abeilles et miel. Pour la seconde partie de cette émission, nous accueillons Nicolas Chapuis, apiculteur chez Nature et Malice. Merci beaucoup Nicolas d'être avec nous ce soir. Merci à vous de m'avoir invité de nouveau. Voilà, à nouveau, un habitué des studios de Radio Grand Lac. Donc tout comme Caroline, est-ce que vous pourriez vous présenter et présenter votre parcours? Alors je suis ce que j'aime dire apiculteur paysan. Donc je suis basé sur Trévignien, spécialisé dans les miels de montagne et haute montagne, avec une pratique, d'où le côté apiculteur paysan, avec une pratique le plus responsable et le plus respectueux à la fois de la nature, flore, mais également de l'abeille, de sa vie, de son fonctionnement et de son cycle naturel. Voilà, je suis apiculteur professionnel depuis 2020 maintenant. Et passionné des abeilles depuis toujours. Et auparavant, j'étais cadre dans une grosse entreprise de formation. Ah oui, grosse reconversion du coup. Oui et non. Oui et non. Oui et non. J'ai grandi sur Trévignien, élevé dans la ferme de mes grands-parents, donc toujours eu cette accroche pour la ruralité et le monde paysan.
Bon, donc vous êtes apiculteur chez Nature et Malice. Alors Nature et Malice, c'est notre nom commercial. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis apiculteur chez moi-même, j'ai envie de dire. Nicolas Chapuis. Nicolas Chapuis, voilà. C'est Nature et Malice, c'est juste un nom commercial. Un nom commercial. Mais je voulais justement savoir, pour que les gens aussi vous retrouvent, Nature et Malice, ça vient d'où ce nom? Eh bien, d'abord, il y a nature, donc ce qui est le plus important. Hein. On est, comme Caroline tout à l'heure, on vit par et pour la nature. Donc, c'était important pour moi de le mettre en avant, de le revendiquer. Et puis Malice, parce que je ne crois qu'il n'y a rien de plus malicieux que la nature sur Terre. Donc, c'était vraiment pouvoir tirer le meilleur de la nature. Donc, c'était le côté sympa, Nature et Malice. D'accord. Ok. Et où est située votre production? Alors ma production se situe sur la Savoie, une partie sur le piémont du Revard, hein, puisque j'ai des ruches suivant la période de l'année, suivant les années aussi. J'ai des ruches sur le Moncel, Trévignin, Puny, un petit peu sur Grésy. Après, j'ai toute la partie haute montagne se trouve en Haute-Tarentaise. Donc sur ce qu'on appelle le versant du Soleil, donc les coteaux du Beaufort dans la vallée de Tarentaise, entre Aime et Bourg-Saint-Maurice. Donc c'est la côte d'Aime, les Chapelles, essentiellement. Et puis j'ai également une production sur les hauteurs de Chamoux-en-Gelon, les montagnes de Montandry, puisqu'on a là la plus belle forêt de châtaigniers sauvages de Savoie. Donc d'accord, donc en fait vous avez des ruches un peu éparpillées. Moi je pensais que c'était tout au même endroit, mais en fait pas du tout. Non, pas du tout. Mais pour un apiculteur, je suis plutôt assez resserré. Assez localisé. Assez local, oui. Ah ouais, donc, d'accord. Et vous disposez de combien de ruches au total? Alors j'ai environ 150 ruches. 150 ruches. Ok. Là encore, c'est d'une taille très modeste pour un apiculteur professionnel. Très bien. Et est-ce que c'est un métier difficile d'être apiculteur? Non, puisque c'est un métier passion. Donc, oui. Quand on exerce sa passion, rien n'est difficile. Après, c'est un métier qui est saisonnier. Oui. Donc, avec des moments où c'est très facile, puisque c'est de l'attente. Là, je viens de finir ma mise en hivernage de mes ruches, donc c'est plutôt simple et reposant. Et puis, en pleine saison, c'est plutôt physique. Et parfois, c'est très, très chronophage. On peut enchaîner certaines journées, nuits. Ah oui, d'accord. Et la pleine saison, c'est de quand à quand à peu près? Là encore, il n'y a pas de vérité. Y a pas de règle. Ça va dépendre de la météo. Cette année, ça a été la pleine saison a été courte, mais très intense et très fatigante. Mais globalement, on recommence vraiment mi-mars. Jusqu'à sur les ruchers de haute montagne jusqu'à mi-septembre. Jusqu'à mi-septembre. Donc pour vous, ça a été un métier passion, hein. Mais comment est-ce qu'on devient apiculteur? Est-ce qu'il y a une formation ou... Alors il y a différentes formations. Hein. Ouais. Moi, je suis passé par. Au départ, j'avais une simple volonté d'être apiculteur amateur. Mm-hmm. Donc, je suis passé par le rucher école de l'apiculteur savoyard qui se trouve à la Motte-Servolex, donc à l'intérieur du lycée agricole, même si c'est une entité complètement différente, mais à Renac. Et puis, il y a eu la passion qui s'est installée. J'ai eu la chance aussi de rencontrer un apiculteur professionnel de Grésy-sur-Aix, Philippe Bonnet, et je suis allé beaucoup travailler avec lui. Et je me suis formé essentiellement sur le tas, comme on dit. Et puis là encore, hein, la passion aidant de toute façon. Voilà. Et puis maintenant, je donne moi-même pas des cours, mais j'accompagne des stagiaires rucher école. Ah, vous prenez des stagiaires également Alors, je prends des stagiaires avec moi sur l'exploitation. Ah, super. Mais également les mercredis après-midi de printemps, je vais partager mon expérience avec de futurs apiculteurs amateurs au rucher école de Renac. Ah super. Pour de futurs apiculteurs, du coup, dans la région.
Ça, c'est super. Et pouvez-vous nous détailler, du coup, toutes les étapes de fabrication d'un miel artisanal? Alors, déjà, petite précision, j'aime pas l'appellation miel artisanal. D'accord. Qui dit artisanal dit un travail manuel de l'homme. Moi, je fais pas grand-chose. Hein. C'est mes abeilles qui travaillent le plus. C'est les abeilles qui travaillent. Donc, non, je suis agriculteur. Donc voilà, j'aime pas l'appellation artisanale. Après, les étapes sont assez simples. Hein. Les abeilles, c'est leur nourriture, le miel. Donc elles vont aller récolter, alors, essentiellement dans notre région, du nectar. Donc le nectar, c'est une eau qui est peu sucrée, qui est sécrétée par les plantes pour attirer les insectes pollinisateurs. Et elles vont donc récolter ce nectar, elles vont le ramener à la ruche. Et là va se créer un processus à la fois enzymatique, mais également de séchage, puisque les abeilles vont, par un principe de ventilation, elles vont abaisser l'hygrométrie de ce nectar pour l'amener à peu près 18% d'humidité, ce qui va donner du miel. D'accord. Voilà, donc ça, c'est pour les principaux miels qu'on va trouver dans notre coin. Et puis après, il y a un procédé un petit peu différent avec ce qu'on appelle les miels de miela, donc essentiellement le miel de sapin, qui est le plus connu, où là, les abeilles vont aller butiner, vont aller récolter les déjections des pucerons qui auront macéré sur les feuilles de sapin essentiellement, parce que le sapin a des feuilles et pas des aiguilles, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Après, elles vont le ramener à la ruche et pareil, elles vont la sécher avec le procédé, là encore, le procédé enzymatique, elles vont le retransformer en miel, mais là en miel de miela. D'accord. Et comment on arrive à obtenir différents types de miel? Là, vous parliez de miel de sapin, comment on arrive justement à bien calibrer tout ça? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a où on va positionner nos ruches. Oui. Donc, par exemple, le miel de sapin, il faut qu'il y ait des sapinières énormes pour pouvoir faire du miel de sapin. En Savoie, on en a très peu, donc c'est quasiment impossible de faire du miel de sapin en Savoie. Donc, il y a le positionnement des ruches. Et puis, il y a aussi, là encore, la nature est très bien faite, puisque toutes les fleurs ne vont pas fleurir en même temps. Donc on va vraiment avoir les mielés qui vont se succéder. On a le pissenlit qui, pour moi, généralement est la première mielée de l'année. Le pissenlit va fleurir en premier. Donc là, les abeilles vont aller butiner le pissenlit. Et puis, comme les choses sont bien faites, quand le pissenlit va progressivement s'éteindre, il y a l'acacia qui va fleurir. Et puis quand l'acacia va s'éteindre, on va passer sur le tilleul. Ainsi de suite, jusqu'à terminer en fin de saison sur le châtaignier, globalement dans notre région, et la ronce. D'accord, donc il y a vraiment effectivement une saisonnalité dans la production des différents miels. Et j'ai cru voir que vous organisiez aussi des visites guidées. Alors, vous arrive? Je devais commencer à organiser ça cette année, et avec la météo, c'était un peu compliqué, parce que je veux quand même le faire dans de bonnes conditions pour les personnes qui viennent. Donc, il faut quand même qu'on ait une météo stable, parce que les abeilles sont un peu capricieuses et n'aiment pas vraiment les mauvaises conditions météo. Elles ont du mal à supporter le vent du nord, elles n'aiment pas la pluie, donc... ah oui, elles sont capricieuses comme ça. Ah ouais, elles sont capricieuses. Pour éviter d'éventuels risques, pas de piqûres parce qu'elles piquent quand même assez rarement, mais d'agressivité envers les visiteurs, il vaut mieux que les conditions soient bonnes. D'accord, oui, je comprends. Alors, est-ce qu'il y a des défis liés à votre activité? Je pense notamment aux frelons asiatiques, peut-être le réchauffement climatique aussi. Alors, on a le plus gros défi qu'on a n'est pas nouveau en apiculture. Il est apparu en France dans la fin des années 70, début des années 80. C'est un parasite qui s'appelle le varroa. Le varroa, on va dire que c'est un micro-poux qui va se fixer sur les abeilles et qui va se fixer également dans le couvain des abeilles. Donc se fixer sur les larves, et ce qui va provoquer des malformations, et qui peut aller jusqu'à la destruction complète, l'extinction complète d'une colonie d'abeilles. Donc ça, c'est vraiment notre plus grand fléau en matière d'apiculture.
en tout cas pour les apiculteurs professionnels. Donc, mais ça, voilà, malheureusement, on est obligé de traiter nos ruches au moins 2 fois par an avec différentes molécules pour éviter qu'elles soient décimées. Ça, c'est vraiment notre principal défi, comme vous avez dit. Concernant le frelon asiatique, c'est vrai que ça a été soudain. C'est vrai que on a un petit peu paniqué au départ. Aujourd'hui, je trouve qu'on sait plutôt bien le gérer. On sait se protéger. On sait aussi, il y a quand même aussi de la part des politiques publiques, il y a eu des choses de fait intéressantes. Et là encore, quand sur un rucher, on a une 30aine de ruches, sachant qu'on a 60 000 abeilles par ruche, les quelques frelons asiatiques qui vont venir vont, pas nous faire de gros dommages, et 2, ils vont pas forcément avoir le dernier mot. Donc voilà, c'est plutôt un problème pour les apiculteurs amateurs qui ont 3-4 ruches dans leur jardin, où là, oui, ça peut très vite faire des dégâts. Faire de gros dégâts, oui. D'accord. Et tant qu'au réchauffement climatique, je parlerai plus de dérèglement climatique, puisqu'effectivement, ça fait quand même quelques années de suite où on n'a pas une météo classique. On alterne des années de sécheresse avec des années de forte pluviométrie. Donc oui, il faut qu'on apprenne à travailler avec et puis être réactif. Et tout ce qui est pesticides, vous voyez que ça a aussi un impact sur la population des abeilles ? Énorme. C'est peut-être le plus grand fléau qu'on ait. Ouais. Pour le coup, oui. Alors c'est pour ça aussi que moi j'ai fait le choix de me spécialiser dans les miels de montagne et haute montagne. La plupart de mes ruchers sont sur des alpages. Donc plutôt loin des traitements, même si j'ai eu quelques soucis cette année sur un de mes ruchers accès tilleul. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. J'espère qu'un jour tous les agriculteurs comprendront qu'on doit travailler ensemble. Même si dans la région on n'a pas trop à se plaindre. Bon, tant mieux. Et pourtant, les abeilles, elles sont importantes pour notre écosystème. 80% de ce qu'on mange nécessite des insectes pollinisateurs. C'est pour ça qu'on entend souvent dire le jour, et j'espère pas, mais le jour où les abeilles s'éteindront, ça va nous impacter directement. C'est Einstein qui avait dit le jour où il n'y aura plus d'abeilles, peu de temps après il n'y aura plus d'hommes. Voilà. Ouais, mais plus globalement, c'est tous les insectes pollinisateurs. Et pour parler de choses un peu plus légères et du miel, quelles sont les vertus du miel ? Toutes. Non, le miel, alors il va avoir des propriétés digestives. Il va avoir des propriétés sur tout ce qui va être sphère ORL. Et puis, c'est un sucre un peu moins mauvais que les autres, on va dire. Même si, je le dis quand même souvent, c'est minimum 80% de sucre, le miel. Donc ça reste du sucre. Donc à consommer quand même avec une certaine modération. Mais on peut en consommer plus que du sucre blanc. Et qu'est-ce qui différencie le miel de Savoie des autres miels ? Comment pouvez-vous me poser cette question ? C'est notre terroir. Non, on a la chance, comme je vous le disais, d'avoir une agriculture qui est plutôt respectueuse par rapport au reste, à d'autres territoires. Et puis on a ce caractère un peu montagne qu'on va retrouver dans le sol. Et les plantes, elles vont produire des nectars qui vont réagir avec la qualité du sol, exactement comme le vin. Un même cépage de vin, suivant la qualité du sol, il va pas donner le même jus. Et pour le nectar, ce sera la même chose. Donc on a vraiment ces deux facteurs, une nature qui est plutôt bien présente et bien respectée, et puis des sols un petit peu particuliers, ce qui va donner un miel à la fois doux et de caractère. Et de caractère. Bien de Savoie, bien de chez nous. C'est ça. Et est-ce que vous pourrez proposer différents miels Alors, comme je pratique une apiculture paysanne, comme je le dis, c'est pas moi qui vais forcément décider des miels que je vais pouvoir commercialiser chaque année. C'est vraiment suivant les floraisons, suivant
Le cycle des plantes, une même plante ne peut pas donner autant de nectar tous les ans. Donc on va avoir un roulement. Et puis les conditions météo, qui jouent énormément. Donc une année comme 2023, j'ai dû faire 7 ou 8 miels différents. Cette année, ça a été beaucoup plus compliqué. J'en ai fait 3 différents, je crois. 3 différents cette année. Ah oui, et pas vraiment du tout dans les mêmes quantités non plus. Donc. D'accord. Oui, donc il y a un vrai impact du climat sur votre production et au-delà de la quantité, ça joue aussi sur les différents types de miel. Oui. Et c'est là où on se rejoint vraiment, parce que moi je le vois aussi sur ma production en fait, en termes de plantes. J'ai eu énormément de dégâts sur mes plantes, et donc forcément c'est aussi moins de nourriture pour les abeilles. Oui, forcément. Ouais. Et on a eu une année assez avec beaucoup de pluie. Un climat vraiment capricieux. Beaucoup de pluie, et puis grosse sécheresse sur l'été, et puis de nouveau beaucoup de pluie. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Les climats comme on a maintenant, on va amener un stress à la flore. Et forcément, toute la chaîne va s'en ressentir. Elle n'a pas le temps de s'adapter. C'est tellement brutal. C'est vrai qu'on l'a vu, tous à notre niveau, on l'a vu que c'était vraiment, on a eu une année très très sèche l'année dernière, et là, on a eu une saison estivale assez triste. Et puis ensuite, donc, de l'apiculture que je pratique, j'essaye le plus possible de ne pas nourrir mes abeilles. C'est-à-dire que elles se nourrissent naturellement. Alors, sauf quand je suis en phase d'élevage ou qu'il y a un problème sanitaire. Mais sinon, je ne leur apporte pas de nourriture par des sucres, des sirops de sucre. Comme ce que pratiquent à peu près, plus de 80% des apiculteurs. En tout cas, c'est le modèle qui est préconisé aujourd'hui, c'est de nourrir ces abeilles pour pouvoir récolter suffisamment. tout le miel. Oui. Moi, j'attends d'abord qu'elles aient suffisamment pour se nourrir elles-mêmes, et ensuite seulement je récolte. Donc une année comme cette année, c'est double peine. Oui, forcément. Et qu'est-ce qui s'accorde le mieux avec votre miel, avec le miel de Savoie ? Le fromage de Savoie. Le fromage de Savoie. nos différents fromages, oui. Oui. Après, le miel, c'est comme on aime. Donc, ça peut être à la petite cuillère. Attention, c'est du sucre. Oui. Et avec les fromages, moi, je sais qu'avec une bonne tome d'ébauge bien forte, c'est un bon petit mélange. Mais après, ça peut être aussi avec du sucré, ça peut être aussi en mélange sucré-salé pour des viandes. Enfin bon, il n'y a pas de... C'est vraiment comme on aime. Ouais. Et est-ce que vous avez une recette que vous aimez réaliser avec votre miel ? Pas spécialement. Moi, j'aime... Là encore, ça va dépendre de mes types de miel, mais sur un miel de tilleul, j'aime bien faire une marinade sur des petites côtelettes d'agneau. Ah, voilà. Quelques herbes aromatiques par-dessus, on est parfait. Voilà. Obligatoire. Voilà, obligatoire. Et j'ai découvert que vous proposiez également des cosmétiques à base de miel. Non. Non ? Non, on a arrêté les cosmétiques. Ah, vous avez arrêté ? Oui. En fait, quand on débute, on veut tout faire. Oui. Et puis, là encore, de par notre pratique, je préfère en faire moins, mais vraiment bien, dans le respect, plutôt que de trop s'éparpiller. Non, aujourd'hui, on est vraiment axé sur le miel. On fait du pain d'épices. Moi, j'ai vu. Et puis, de la propolis. Ah oui, de la propolis. On va en parler justement. Moi, personnellement, je trouve que c'est mieux de le manger, le miel. Mais il paraît que ça a des vertus en cosmétique. Mais bon. Donc, du coup, du pain d'épices et aussi le propolis. Alors, propolis, qu'est-ce que c'est ? Alors, la propolis, c'est une résine récoltée par les abeilles. Là encore, elles vont le transformer grâce à leurs enzymes. Et elles vont s'en servir, elles, pour badigeonner les parois des ruches. Et en fait, et aussi pour embaumer leurs cadavres. En fait, c'est un antiseptique, antibactérien, antiparasitaire. Et nous, on va en récolter donc avec des grilles spécifiques, et on va en faire des teintures mères. D'accord. Et de ces teintures mères donc vont être utilisées dans différentes applications. Là encore, comme Caroline tout à l'heure,
peut pas faire d'allégation, mais en tout cas, c'est utilisé dans tout ce qui va être maux de la sphère bucco-dentaire, en ORL, et puis aussi en prévention des maux divers. Eh ben, on va être parés cet hiver avec toutes ces plantes, et la propolis, le miel. On a de quoi faire. Et du coup, est-ce que vous envisagez d'étoffer un petit peu la gamme de produits ? Sans trop s'éparpiller. On est plutôt dans un axe où on la resserre, donc c'est pas. On fait moins mais mieux. Moins mais mieux, ouais. On faisait des bonbons aussi avant, mais c'est vrai qu'on se ressent vraiment sur des miels de très haute qualité. C'est déjà bien. C'est tout ce qu'il faut. C'est amplement suffisant. Où est-ce qu'on peut se procurer vos miels, du coup? Alors, déjà chez votre partenaire, fromagerie Entre-Lac et Montagne, donc sur le site de Trévignan, donc qui distribue mon miel et mes pains d'épices. Après, sur Aix-les-Bains, on va pouvoir les retrouver chez le torréfacteur Café Girel. On va pouvoir les retrouver à la boucherie du Grand Port, à l'épicerie La Marque. Et puis, tous les mercredis matins, je suis présent sur le marché d'Aix-les-Bains. Sur le marché d'Aix-les-Bains. Donc, avis à nos auditeurs, si vous voulez vous procurer du bon miel de Savoie, vous avez toutes les bonnes adresses. À votre tour de faire le petit jeu. Donc, c'est tout simple. On répond spontanément. Salé ou sucré ? Sucré. Printemps ou automne ? Automne. Ah, automne ? Oui. Ah ouais, ok. C'est les vacances pour l'apiculteur. C'est pas faux. Bonbon au miel ou gâteau au miel ? Bonbon au miel. Tartine de chèvre au miel ou camembert rôti au miel ? Chèvre au miel. Ah, tartine de chèvre au miel, moi j'aime bien aussi. Tisane au miel ou lait chaud au miel ? Tisane. Spontanément, tous les deux en même temps, super. Bon voilà, c'est déjà la fin de notre émission, c'est local et c'est bon. Quel plaisir d'avoir accueilli Caroline, qui nous a présenté sa ferme d'herbes médicinales et aromatiques sur Albins, et Nicolas, apiculteur apiculteur chez Nature et Malice, mais c'est surtout Nicolas Chapuis, apiculteur. Si vous cherchez à apporter une touche de Savoie à vos plats, pensez aux herbes, sel, pesto de chez Pachamam-Alpes, j'appelle de nouveau PACHAMAM', et au miel de Savoie de Nicolas. N'hésitez pas à vous rendre sur leur site et sur leurs réseaux sociaux pour suivre leurs actualités, savoir sur quel marché ils seront. Et notre prochaine émission aura lieu le 25 novembre, puisque le 11 novembre, ce sera férié. Et nous aurons le plaisir de recevoir Paul qui nous présentera la mi-chaude qui pétrit à la main du pain au levain 100% naturel et qui les livre à vélo sur notre beau territoire. Et nous recevrons également le domaine Jacqueline, vigneron créateur de vins de Savoie certifié bio. Merci encore à vous, Caroline et Nicolas, pour votre venue et à nos chers auditeurs pour votre fidélité. Très belle soirée à tous et à bientôt sur Radio Grand Lac. Merci. Merci. Radio Grand Lac.